je vais vous faire revivre une partie du temps passé. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Parfait. Mais, si vous le permettez, avant de commencer cette conférence, je voudrais vous lire un message que vous adresse mon frère André, qui, malheureusement, n'a pas pu être présent aujourd'hui. Mes chers amis montalbanais et tarn-et-garonnais, je regrette beaucoup de ne pas participer à cette réunion où vous allez tous parler du docteur Boyer, mon père. J'aurais aimé m'entretenir avec vous oralement, ayant parfaitement connu la vie de cet homme hors du commun. Si certains d'entre vous ont été élevés, comme moi, au lycée Ingres dès 1943 et jusqu'au bac, je souhaiterais vivement entrer en contact avec vous. Veuillez me le faire savoir par l'intermédiaire de mes sœurs ici présentes. Résidant en Anjou, où j'avais été enseignant, je reviens chaque mois à Montauban durant une semaine auprès de mes enfants et de ma famille. Je vous souhaite un échange convivial et fraternel. Bon après-midi à vous tous. André Boyer. Madame Nadine Tissot m'a gentiment conviée à faire une conférence sur le docteur Boyer et je la remercie chaleureusement. Je suis très flattée et surtout très émue de pouvoir parler aujourd'hui de cet homme qui a su marquer par sa compétence et son charisme une grande partie de la région du Tarn-et-Garonne, ses environs et même bien au-delà. Je suppose que beaucoup d'entre vous l'ont connu, apprécié, aimé. Et c'est pour cette raison que je suis là, aujourd'hui, pour vous en parler. Résumé en 2 mots. Le docteur Boyer, qui est-ce? C'est un homme qui m'a simplement sauvé la vie, madame. Qu'y a-t-il de plus important si ce n'est la vie elle-même? Louis, tel est son prénom, a beaucoup, énormément travaillé. Certes, il aimait profondément sa famille, ses amis, mais la chirurgie, la guérison de ses malades et la construction de sa clinique furent le moteur de son existence. Louis est né le 18 février 1914 à Caussade. Il aurait plus de 100 ans aujourd'hui, 103 ans même. Son père et sa mère, artisans tailleurs de pierre, métier rare, recherché à présent, et son père, ils étaient donc artisans tailleurs de pierre. Et je précise, sa mère aussi, donc ma grand-mère, surtout pendant que son mari était au front et qu'il fallait nourrir sa famille. Mon grand-père était un blessé de la guerre de 14. Il faisait partie des gueules cassées de l'époque. Il eut un frère, André, décédé à l'âge de 1 an, emporté par la grippe espagnole, qui a fait des centaines de milliers de morts à l'époque. Et une sœur, Marcelle, décédée, elle aussi, à l'âge de 18 ans, atteinte d'une malformation cardiaque. On aurait pu actuellement la sauver. Ce fut désastreux pour la famille. Le décès prématuré de sa sœur a marqué à vie notre père, âgé de 16 ans à ce moment-là, qui, peut-être inconsciemment, a contribué au choix de sa profession médicale. Nous en parlions rarement en famille, par pudeur certainement. Louis, devenu fils unique, grandit à Caussade, entouré par ses parents et ses petits copains. Mais il n'était pas tout à fait comme les autres. Déjà, l'âme d'un chef l'habitait. D'après quelques renseignements pris auprès de M. Cadet, un de ses amis d'enfance, architecte, qui participa bien plus tard à la première construction de sa clinique, j'ai pu écrire des anecdotes à ce sujet. Par exemple, lors d'une réunion entre copains,
Il prenait la parole, non d'une façon autoritaire, mais amicale, sans jamais blesser quiconque. Et tous l'écoutaient, étonnés de voir ce petit garçon sûr de lui, qui savait déjà donner des explications de bon sens et répondre à toutes les questions posées. Mes parents, nos parents, se marièrent très jeunes et eurent 3 enfants. Mon frère André, ma sœur Monique et moi donc, Jacotte, la cadette. À l'âge de 26 ans, Louis avait déjà 3 enfants et toute une vie professionnelle devant lui. Son idéal, soigner et sauver les êtres humains. Bien sûr, avec sa famille, il avait conscience que gagner sa vie était une obligation, mais ce n'était pas cela l'essentiel. L'argent représentait pour lui un moyen, non une fin. Mais en attendant, il fallait nourrir sa famille, la mettre à l'abri des aléas de la guerre de 40 qui faisait encore rage en France. C'était une terrible époque, non seulement pour la France, qui avait subi et qui subissait encore l'exode, et où les mots de milice et résistance se murmuraient toujours sur les lèvres, mais également pour l'Espagne, où les habitants avaient fui et fuyaient encore le régime de Franco en gravissant à pied les Pyrénées. Que de douleurs physiques, que de souffrances morales pour les êtres humains que nous sommes. Et nous, les enfants, pendant ce temps, nous naissions dans ce monde fou, exactement comme les enfants qui naissent actuellement à notre époque, tout aussi bouleversés. Ce qui revient à dire que rien ne change au niveau humain et que l'homme, malgré les progrès acquis dans le domaine de l'électronique, le numérique ou les sciences, n'a pas évolué d'un pouce spirituellement. D'où la décadence, le désespoir, le vide. Mais revenons au docteur Boyer. Sorti très jeune des bancs de la faculté de médecine de Toulouse, doté de tous ses diplômes et surtout animé par le désir de remplir humainement sa vie, il vint s'installer à Montauban en 1943 avec sa petite famille au numéro 32 rue du Général Saraï et prit le poste de chirurgien-chef du service obstétrical à l'hôpital. À l'époque, il y avait 4 cliniques. La clinique du docteur Nègre, avenue Saint-Michel, actuellement avenue du Général de Gaulle. Celle du docteur Denis, de Villebourbon. Celle du docteur Cave, qui donnait sur les boulevards. Et une, plus petite, une demeure à vocation religieuse, que le docteur Ornus avait transformée également en clinique. Du haut de ses 1,60 m, Louis Boyer n'était pas grand, mais plein d'énergie, poussé par une incontestable envie de réussite, il se lança corps et âme dans sa nouvelle vie professionnelle. Il y eut bien sûr au départ quelques jalousies, vous vous en doutez. Que venait donc faire ce jeune homme freluqué au milieu de tous ces chirurgiens qui, visiblement, n'attendaient pas sa venue? Il avait l'air si jeune. Pouvait-on lui faire confiance? Était-il compétent, honnête, humain? Louis, perspicace, sentit très vite une hostilité à son égard et décida de faire sa devise, la fameuse phrase « Les chiens aboient, la caravane passe ». Sûr de sa compétence et de ses diagnostics, il s'imposa très vite, non,
d'une façon arrogante, ce n'était pas sa nature, mais au contraire, par une simplicité, une générosité et une fermeté désarmante qui ne purent que convaincre sa nouvelle clientèle. N'ayant pas atteint la trentaine, déjà, Louis, appelé parfois en urgence par les médecins désorientés devant un cas chirurgical imprévisible et surtout grave, parvint ainsi, peu à peu, par son dévouement, à acquérir la confiance des malades et celle enfin de tous ses confrères. Entre autres, le docteur Larocque de Grisol, le docteur Hoffmann de Verdun, le docteur Gérard Roch, peut-être que certains l'ont connu d'ailleurs, le docteur Broder, le docteur Zabraniewski, le docteur Demold, ou le docteur Parot de Montèche, et tant d'autres, dont évidemment j'ai oublié le nom. Mais il ne voulait pas en rester là. Créer sa propre clientèle, soit, mais autre chose de grandiose, de presque inaccessible pour ses petits moyens d'alors, trottait dans sa tête. Construire une clinique ou l'acheter à un particulier si l'occasion se présentait. Et ce fut le miracle. À l'époque, la petite demeure religieuse du docteur Ornus, siégeant en haut de la côte Saint-Michel, donc je répète actuellement baptisée avenue du Général de Gaulle, était précisément mise en vente. Et Louis saisit la fabuleuse occasion, d'autant plus qu'il y avait fait un court remplacement auparavant. Il n'était pas riche, oh non, mais sa jeunesse, sa fougue et sa confiance l'emportaient sur le doute. L'avenir s'annonçait si plein d'espoir qu'il se lança totalement dans ce fantastique projet en prenant immédiatement rendez-vous avec le vendeur. Le docteur Ornus, homme intègre, très droit, d'après tout ce que l'on m'a raconté, avait déjà été séduit par l'habileté, la volonté et le charisme de ce jeune chirurgien. Aussi, le reçut-il immédiatement. Ils se firent confiance et l'affaire se conclut rapidement. Mais Louis ne pouvait malheureusement pas, à ce moment-là, faire des emprunts à la banque. Il ne pouvait être aidé que par ceux qui croyaient en lui, quelques amis médecins, également la famille Rességuier, photographe à Montauban, que certains ont peut-être connu, et surtout par monsieur et madame Delors, des cousins éloignés venus se réfugier juste après la guerre de 40 dans la région du Tarn-et-Garonne, dans le petit village de Monteils, situé à 3 km de Caussade, sa ville natale. Le prix, cependant, était lourd. Le docteur Ornus, devant la volonté et le désir de Louis, accepta que ce dernier paie chaque mois la somme restante. Et c'est ainsi que le jeune docteur Louis Boyer, tout juste âgé de 30 ans, devenait propriétaire d'une demeure à vocation religieuse que le docteur Ornus avait transformée en petite clinique de 8 lits. Ah, la clinique! Que de fois nous en entendions parler à la maison. Mais ce n'était qu'un début. Quelques années plus tard, Louis apprit, par la rumeur publique, qu'une maison de maître, située au centre de la ville de Caussade, sa ville natale, était à louer. Caussade manquait de chirurgiens et d'obstétriciens. Une autre opportunité s'offrait à lui. Pourquoi, après avoir acquis une clientèle fidèle à Montauban,
ne prendrait-il pas en location cette maison pour la transformer en clinique et obtenir ainsi une autre clientèle des alentours du Tarn-et-Garonne? Il en parla à sa femme, à ses parents, à ses amis, et conclut rapidement l'affaire. 2 cliniques à assumer, ce n'était pas rien. Le petit Causadé prenait de plus en plus de l'assurance. Les urgences affluaient de toutes parts. À Caussade, comme à Montauban, ces 2 cliniques manquaient de place. Pas assez de lits, pas assez de chambres. Combien de fois nous l'avons entendu dans la famille? On l'appelait sans arrêt. À peine arrivait-il à Caussade que les infirmières l'appelaient à Montauban et vice-versa. Il travaillait beaucoup, mangeait peu, passait tout son temps auprès des malades. Cette route nationale 20, toute droite, bordée de platanes, il la connaissait par cœur. Parfois, 2 fois par jour, il la parcourait, si bien que, lors des jours fériés, des bals populaires qui avaient lieu sur cette route, soit dans le village de Fontneuve, d'Albias ou de Réalville, rappelons-le, nous nous relevions de la guerre à ce moment-là. Les couples enlacés s'écrivaient au milieu de la route. « C'est le docteur Boyer, laissons-le passer !» Et tous les danseurs s'effaçaient pour leur ouvrir le chemin. Louis hochait la tête en faisant un signe amical. Ces années-là passèrent très vite. Mais Louis, malgré sa jeunesse et son énergie, ne put continuer ce travail éreintant. Notre mère et nous, les enfants, nous le voyons peu. Il passait sa vie sur la route, entre Montauban et Caussade, je le répète, ou bien enfermé dans les blocs opératoires, mangeait à des heures impossibles, dormait peu, toujours réveillé en pleine nuit pour les urgences. Il finit donc, au bout de quelques années, par se résoudre à abandonner la clinique de Caussade. Les moyens de communication s'étant améliorés, désormais, il recevrait les Caussadais qui se déplaceraient, soit pour des consultations, soit pour des accouchements, soit pour des interventions chirurgicales au besoin. Et la clientèle commençait sérieusement à affluer à Montauban de toutes parts. Mais Louis ne voulait pas encore en rester là. Des projets dansaient dans sa tête. Puisqu'il avait décidé de se consacrer à la clinique de Montauban, il devait donc agrandir ce bâtiment devenu trop petit pour une trop grande demande. Et surtout, mais oui, sa fille Monique commençait son PCB et voulait poursuivre avec ses études de médecine. Toute la famille pensait donc secrètement qu'elle épouserait un chirurgien et qu'il fallait rénover. Seulement voilà, eh bien, ce ne fut pas le cas. Elle épousa un architecte. Lire le livre où j'explique tout. Mais revenons à cette époque où nous étions tous bien jeunes. Louis, tout à son projet d'agrandissement, en parla à son ami de jeunesse, architecte, M. Cadet, en lui disant exactement ce qu'il désirait. Agrandir le hall, les couloirs, bâtir quelques chambres supplémentaires, etc., etc. Des plans furent tirés, analysés, acceptés, et la clinique subit sa première construction en 1956. Entre-temps, Louis avait acheté une maison à Beau-Soleil-Haut, un endroit désert situé près de la ville
où paissaient dans les enclos des troupeaux de vaches, des moutons, des brebis, et où on apercevait quelquefois dans des champs des chevaux et des ânes, même de la vigne. Il te faut acheter cette maison, lui avait dit son cousin Justin Delors, réfugié à Monteils. Tu verras plus tard, tu ne le regretteras pas. C'est ton avenir. Et puis, n'oublie pas, ta clinique ne sera pas loin. Louis hésitait. Son épouse reine surtout. Qu'allaient-ils faire tous dans cette campagne, plus ou moins déserte, loin du centre de la ville? Justin avait tellement insisté qu'ils avaient fini par céder. Par la suite, ils n'eurent pas à le regretter. Plus tard, ce lieu se peupla de villas, de commerces divers, et devint un quartier résidentiel de Beau-Soleil-Haut de Montauban. Et le temps passa. Son fils André se maria, lui aussi, très jeune. À l'âge de 42 ans, vous vous rendez compte, Louis et Reine, ils étaient nés la même année, furent grands-parents. Ce fut la joie. Puis Monique, se spécialisant en anesthésie-réanimation, se maria avec un architecte et vint travailler à la clinique. De nouveau, il fut question d'agrandir le bâtiment. Puisque le gendre de Reine et de Louis venait d'acquérir ses diplômes, que des spécialistes commençaient à s'installer et que de ce fait, la demande de lits supplémentaires devenait cruciale, il n'y avait pas à hésiter. Vous m'entendez bien? Son ami du lycée, M. Cadet, qui avait contribué aux premiers travaux, avait donc été remplacé par l'architecte Pierre Valatte. Quoi de plus naturel, en effet, puisque ce beau jeune homme était entré dans la famille. Puis, ce fut au tour de Jacqueline, la cadette, qui, en tant qu'infirmière diplômée d'État, et après avoir fait ses premières armes ailleurs, vint travailler à la clinique. Son père fut ravi. À la même époque, Louis, pensant que très bientôt des petits-enfants naîtraient, déjà la petite Patricia, la fille aînée de Monique, montrait le bout de son nez, il décida d'acheter une maison de vacances sur la Côte d'Azur, entourée par un jardin aux senteurs multiples et variées, situé exactement dans le Var, à Boulouris, un petit village près de Saint-Raphaël. Il pensait déjà à ses petits-enfants et à ses arrière-petits-enfants. Mais, pour l'instant, cette petite maison, qui n'était au départ qu'un grand cabanon, un peu plus peut-être, servant de refuge à des jardiniers, représentait pour lui un havre de paix. Lorsqu'un malade le tracassait, ou quand la fatigue le gagnait, il prenait le train, seul, allait y passer 2 ou 3 jours, puis il revenait, détendu, heureux de retrouver sa famille, ses amis, son personnel et surtout ses malades. Bien plus tard, cette petite maison fut elle aussi rénovée. Mais hélas, il ne put voir la belle villa qu'elle était devenue grâce à son gendre architecte. Et la clinique continuait à s'agrandir. Améliorer encore le hall pour recevoir les gens le plus agréablement possible. Puis construire des bureaux et surtout donner la primeur à la maternité qui prenait de plus en plus d'importance. Des spécialistes s'installaient, prenaient leur marque
Ainsi, il y eut le docteur Philippe, qui fut le premier à venir travailler à la clinique. Puis, le docteur Pagès, tous deux otorino-laryngologistes. Un urologue, le docteur Miquel. Un orthopédiste, le docteur Momy. Un gynécologue, le docteur Laforgue. Puis, deux directrices se succédèrent, Madame Monté, Madame Camp, et bien plus tard, le colonel Daupher, le grand ami de Louis, etc., etc. Et ainsi, peu à peu, la petite demeure Croix-Saint-Michel du début se transformait, prenait l'allure digne d'une belle clinique. Bien plus tard, d'autres spécialistes vinrent également s'installer. Mais, que de travail, que de soucis, que d'argent pour en arriver là. Et que de bonté, que de patience et que d'amour de la part de Reine, son épouse, qui laissait toute liberté à son mari. Mais ce n'était pas encore suffisant. Au fil du temps, d'autres chirurgiens et d'autres anesthésistes vinrent s'installer. Ainsi le docteur Jeanne, orthopédiste, puis le docteur Philippot, urologue, qui prit la suite du docteur Miquel. Puis ce fut le docteur Benchitrit, qui prit à son tour la suite du docteur Philippot. Puis les anesthésistes, le docteur Birman et le docteur Béral, qui vinrent s'associer ou tout au moins travailler avec Madame Thérèse Campadieu, le bras droit du docteur Boyer à ses débuts et qui l'a d'ailleurs toujours suivi. Et à Madame Boyer-Valatte, anesthésiste et PDG de la clinique. Et j'oubliais le gynécologue, le docteur Bontempi, qui arriva après le docteur Laforgue. Et puis, ce fut, je me répète encore, le colonel Daupher, frère de cœur de Louis, qui vint prendre ses fonctions de directeur après les directrices Madame Camp et Madame Monté. Lié par une amitié indestructible, Louis lui fit une confiance inébranlable. Décidément, la clinique du docteur Boyer devenait véritablement une entreprise familiale et amicale avec donc Louis, Michel Daupher, son frère de cœur, Monique et Pierre Valatte et Jacqueline, les enfants. Cependant, la clinique n'en finissait toujours pas de subir des liftings. En accord avec Louis, présent tous les jours dans son bureau à la clinique, Monique et Pierre décidèrent d'agrandir encore l'établissement. Création de la radiologie, agrandissement du hall d'entrée, création d'un service de soins intensifs et d'un nouveau bloc obstétrical. Ce furent des années florissantes. Chacun se respectait, gardait sa place. L'ambiance était bonne. Le personnel travaillait dans la bonne humeur. C'était, mais oui, c'était la bonne époque. Et pendant ce temps-là, la vie passait. Louis vieillissait. Sa retraite pointait à l'horizon. Prendre un remplaçant devenait nécessaire. Et ce fut le jeune docteur Bécade qui vint se présenter. C'était un Montalbanais. Louis accepta. Monsieur Daupher tomba malade. Louis, connaissant le pronostic de sa maladie, extrêmement affligé, commença à sombrer dans la tristesse. Perdre son grand ami était inacceptable.
Et Michel quitta ce monde. Je pense que c'est un soir du Nouvel An. Et ce fut Monique qui, tout en exerçant sa profession de médecin anesthésiste, prit à son tour la direction de la clinique. Mais le cœur de Louis n'y était plus. Pour tous ces changements, il fallut encore trouver de la place pour obtenir des bureaux, agrandir le parking. Mais encore fallait-il trouver un terrain pour réaliser un tel projet. Il y avait bien la maison d'un certain monsieur Baconnet, juste apposée à la clinique qui était à vendre. L'idéal, en quelque sorte, pour accroître et développer l'entreprise. Mais, bien que monsieur Baconnet Guy fût un ami d'enfance de mon frère André, ayant eu une proposition de prix supérieure à celle de la famille Boyer, il la vendit, hélas, à une clinique concurrente. Or, de la déception jaillit parfois une embellie. Juste à côté, une maison était à vendre, avec un long terrain que l'on pouvait apercevoir du nouveau bloc opératoire situé au premier étage. Ce fut formidable. Dieu était avec nous. Et j'ajoute que plus tard, la maison Baconnet fut de nouveau à vendre. La famille se concerta. Encore un achat supplémentaire. Était-ce possible? Il y eut des hésitations. Et puis, l'opportunité étant trop tentante, nous avons dit oui. Actuellement, elle nous appartient. Et nous l'appelons toujours affectueusement la maison Baconnet. Et puis ce fut la tombée de la nuit. Tout a une fin dans ce monde. Et Louis, après avoir passé la main à sa fille Monique, commença peu à peu à lâcher prise. Ses enfants faisaient leur vie. Son grand ami était mort. Ses autres amis disparaissaient également. Lui-même sentait baisser son énergie. Son corps, ses gestes, son cerveau ralentissaient. Une terrible impression de ne plus servir à rien le tenaillait. Ce fut pour lui le début de la fin de sa vie. Sa femme et ses enfants l'entouraient de tout leur amour. Mais ce n'était pas assez. Ne plus poser de diagnostic, ne plus opérer, ne plus être utile et surtout ne plus être reconnu le rendait terriblement malheureux. Sa profession avait été sa vocation, sa clinique, son chef-d'œuvre, sa famille, sa plus grande fierté. Pardon. Nous savons bien que nous ne sommes que de passage sur terre. Il quitta le monde à l'âge de 78 ans, il n'était pas vieux, le 27 août 1992, l'âme en paix, entourée de nous tous. Sa vie fut une réussite. Après l'adieu fraternel donné par ses amis francs-maçons, ses cendres furent recueillies et l'urne fut déposée dans le tombeau de famille situé dans le cimetière de Caussade. 13 ans plus tard, l'urne de Rennes venait retrouver l'urne de son époux. Désormais, ils reposent côte à côte pour l'éternité. Si nos défunts peuvent nous voir ou comprendre, ils doivent être très heureux de savoir que cette entreprise continue à être familiale, avec Madame Patricia Valatmalou, fille aînée de Monique et de Pierre, qui a pris la suite,
et qui continue la modernisation et l'agrandissement de la clinique de son grand-père. Puisse-t-elle, cette clinique, sa clinique, celle du docteur Boyer, continuer grâce à ses petits-enfants et qui sait certainement à ses arrière-petits-enfants à fructifier et à conserver les valeurs qui ont été les siennes. Il aura fait dans sa vie l'application de cette belle devise « Fais le bien et passe ». L'œuvre de sa vie a simplement été magnifique. J'ajoute que, mais bien plus tard, nous avons eu un petit frère de cœur qui fait partie de la famille, qui s'appelle Yvon, et qui a été reconnu par mes parents, qui l'ont adopté, et que nous avons accepté avec joie. Je vous remercie. Merci, mesdames, messieurs, de votre écoute. Et maintenant, on va vous passer le micro. Et si vous voulez poser des questions à madame Jacotte Boyer, ce sera avec un immense plaisir qu'elle va répondre à toutes vos interrogations. Alors, Jacotte Boyer, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment vous êtes passé de la profession d'infirmière à écrivain? Vous l'écrivez. J'ai toujours aimé écrire, j'ai toujours aimé ça. Mais bien entendu, je n'avais pas le temps, c'est pas possible. Je travaillais, c'était pas possible. Et on travaillait beaucoup à l'époque, on avait un travail prenant, vraiment. Et j'étais à un moment donné, d'ailleurs, j'étais même très fatiguée. On a fait ça, c'est une impression. Ça va? Oui, figurez-vous que, bêtement, bon, il n'y a pas de hasard, ça s'est trouvé comme ça. Peut-être que quelque part, des fils invisibles qui m'ont amené à ça. Je me suis, mais bêtement, fracturé le col du fémur à la clinique. Dans mon malheur, j'ai eu une chance inouïe. J'étais prise en main tout de suite. Et je me suis fracturé le col du fémur. J'ai eu une très grosse fracture. D'ailleurs, j'ai été opérée 2 fois. 4 ans après, on m'a mis une prothèse. Parce qu'au début, on pensait que le col du fémur allait reprendre, alors la tête fémorale allait reprendre sa vivacité. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas. Alors, je me suis dit, ma tête fonctionnait. Mes bras fonctionnaient. Il n'y avait que mes jambes qui ne fonctionnaient pas. Et je me suis dit, je vais faire quelque chose dont j'ai toujours rêvé de faire. Je vais écrire des romans. Et je ne pensais pas encore à la biographie. Je ne pensais pas. Je vais écrire des romans. Et c'est devenu comme ça, et petit à petit, j'ai écrit des romans, et puis voilà. et ça me plaît énormément, et je suis en train d'écrire mon 12e livre, où je raconte une très belle histoire d'amour qui se passe entre un de mes amis, qui s'est marié il n'y a pas longtemps, à l'âge de 74 ans, je peux le dire, avec une très jolie jeune dame, et qui est très heureux. Voilà. Et alors je raconte sa biographie. Voilà. Et comment se crée le sujet, comment ça se passe? C'est une vocation, c'est de l'inspiration, le déclic. Le déclic, oui, j'ai toujours aimé ça. Parler d'un déclic, d'une passion, c'est peut-être exagéré. Mais c'est vrai, c'est venu comme ça, puisque tout fonctionnait, mes jambes ne fonctionnaient pas, mais tout fonctionnait, ma tête fonctionnait, donc je me suis dit, je vais écrire, c'est venu comme ça. Alors il y a des écrivains, ça me plaisait. Oui, alors il y a des écrivains qui ont besoin d'écrire dans un café, dans tout ça. Quel est le contexte que vous aimez pour avoir cette inspiration? Alors, moi je n'écris pas dans un café, j'ai un petit pied-à-terre. C'est tout petit, mais ça me va merveilleusement bien, et qui est situé à Marseillan, à côté de Sète, à Marseillan village. Et de temps en temps, j'y vais.
Et là, j'écris. Je peux également écrire à la maison. Ça m'arrive. Mais je suis mieux quand je suis à Marseillon. Parce que là, c'est le calme, c'est bien. Les gens me connaissent aussi, on me respecte, on me laisse. Et je pars toujours seule, parce qu'il faut être seule pour écrire, sinon c'est pas possible. Voilà. C'est très intéressant. Merci. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire cette conférence. Beaucoup. Tu es allé chez le coiffeur ce matin? Parce que t'es pimpante. Oui. Bravo. Oui. Bravo. Oui, je suis allée chez le coiffeur. Si les gens ne l'ont pas entendu, je le répète. Parce que t'es pimpante. Merci. Oui. Le docteur Boyer aimait les oiseaux. Et en riant, il me disait, je ne vois pas pourquoi on m'a foutu président d'ornithologie, parce que je n'y comprends rien. Mais en fait, il savait très bien ce qu'il faisait. Il adorait les animaux, et il adorait les animaux, voilà. Il adorait la nature, les animaux, et les oiseaux, bien sûr. Oui, c'est vrai, c'est exact. Il était président de l'Institut ornithologie. Et de la vaillante olympique. Oui.